Chers auditeurs, bonjour, merci d'écouter VOA Afrique et merci pour votre fidélité au magazine Votre Santé, Votre Avenir, votre programme hebdomadaire d'information et d'éducation sur les questions de santé. Au micro, je suis Mohamedou Oumfa et je suis avec Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Cette semaine, nous parlons de la médecine traditionnelle africaine. Une médecine à laquelle recourent plus de 80% d'Africains car elle a des avantages. Docteur Eric Bodessou. La médecine traditionnelle ne considère l'homme pas que biologique, mais en tant qu'entité globale. C'est pourquoi les guérisseurs traditionnels ont plus de succès dans les maladies dites psychosomatiques que les médecins modernes. Conscient de l'importance de cette médecine dans les sociétés africaines, certains gouvernements tentent d'organiser et de moderniser le secteur. Docteur Croix Eouli. Les réponses aux questions que vous nous avez adressées, ce sera dans la rubrique « À vous la parole » avec le docteur Armand Guincap. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par l'actualité et nous recevons pour cela Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors la 40e édition de la Journée internationale de la femme a été célébrée le 8 mars et sur le continent africain, les questions de santé ont été au rendez-vous. C'était le cas au Sénégal, par exemple. Oui, Rosine. À Ziguinchor, les femmes ont sensibilisé leurs semblables sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Une initiative de l'amicale des femmes de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, menée avec le concours des spécialistes de la santé. Au lendemain de cette réunion d'information, l'amicale a organisé une campagne de dépistage et de dons de sang. Selon Ayo Mangadjata, la porte-parole de l'amicale, les femmes diagnostiquées pourront bénéficier d'un début de traitement et de prise en charge. Alors Firmin, pourquoi ce sujet du cancer? Il s'agit en fait, Rosine, d'un véritable problème de santé publique. Le cancer du col est le deuxième cancer gynécologique et la deuxième cause des décès liés aux maladies cancéreuses. Les diagnostics tardifs et le manque de soins compliquent la prise en charge des malades, a expliqué la conférencière Marie-Edouard Faye-Djemé, gynécologue obstétricienne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'amicale espère donc que les diagnostics précoces et réguliers permettront de combattre ces maladies dans ce pays où plus de 800 femmes contractent le cancer du sein chaque année. Autre sujet de préoccupation pour les femmes, c'est le sida. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'ONU-SIDA a invité les pays à s'investir davantage dans la lutte. En effet, l'ONU-SIDA a publié un nouveau rapport qui fait état d'un besoin urgent de renforcer les services de traitement et de prévention de l'infection à VIH pour les femmes et les filles. Selon ce rapport intitulé « When Women Lead, Change Happens », quand les femmes dirigent, le changement s'opère, 1 million de femmes et de filles ont contracté le VIH en 2015 et 470 000 femmes et filles sont décédées de maladies liées au sida. Les femmes mènent le changement dans la hausse de la demande de services de santé et de services liés au VIH, ainsi que dans le renforcement de l'accès à ces services. Ce mouvement doit s'intensifier pour permettre aux familles de s'épanouir, aux sociétés de prospérer et aux économies de progresser, a indiqué Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Rappelons, Firmin, que dans la déclaration politique des Nations Unies 2016 sur la fin du sida, les pays se sont engagés à réduire le nombre de nouvelles infections de VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes. Oui, Rosine, les pays se sont engagés à faire en sorte que d'ici 2020, 90% des femmes vivant avec le VIH connaissent leur état, que 90% de ces femmes aient accès au traitement et que 90% des femmes sous traitement aient une charge virale indétectable. Ces efforts permettront aux pays de mettre fin à l'épidémie de sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, selon la déclaration politique des Nations Unies sur le sida, il faudra notamment garantir que les filles puissent aller à l'école et y rester, que les lois punitives et discriminatoires soient réformées. Il faudra aussi que les femmes et les filles acquièrent une autonomie sociale et économique leur permettant de contrôler pleinement leurs droits relatifs à la santé sexuelle. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
On termine ce tour d'horizon de l'actualité avec 2 nouveaux rapports de l'OMS selon lesquels plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans est attribuable à la pollution de l'environnement. Oui, le premier rapport révèle qu'une grande partie des maladies qui sont les principales causes de décès d'enfants âgés de 1 mois à 5 ans, diarrhée, paludisme et pneumonie, peuvent être évitées. Ceci grâce à des interventions qui réduisent les risques environnementaux tels que l'accès à l'eau potable et l'utilisation des combustibles propres pour la préparation des repas. L'autre rapport offre un panorama complet des conséquences de la pollution de l'environnement sur la santé des enfants et montre ainsi l'ampleur du problème. Mais alors, Firmin, qu'est-ce qui cause cette pollution de l'environnement ? Rosine, ces rapports de l'OMS attirent l'attention sur les nouveaux dangers environnementaux tels que les déchets électroniques et électriques, les téléphones portables usagés par exemple qui ne sont pas correctement recyclés et exposent les enfants à des toxines qui peuvent entraîner une diminution des aptitudes mentales, un déficit de l'attention, des lésions pulmonaires ou encore un cancer. Par ailleurs, il existe des substances chimiques dangereuses présentes dans les denrées alimentaires, dans l'eau, dans l'air. L'OMS propose de nombreuses recommandations pour éviter cette pollution. Par exemple, l'accès à l'eau potable, l'aménagement d'espaces verts, l'utilisation de combustibles propres pour le chauffage et la préparation des repas et aussi en évitant d'utiliser les peintures à plomb, les pesticides et autres produits chimiques dangereux. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Entre 80 et 90% d'Africains continuent à faire recours à la médecine traditionnelle africaine. Médecine très ancienne, plus adaptée aux traditions, croyances et au milieu social des Africains. Ce type de médecine est plus répandu que la médecine dite moderne. Mais si elle est une médecine de proximité pour les Africains, elle reste peu connue car sa pratique n'est pas toujours enseignée dans les livres et ses secrets se transmettent plus dans les familles de guérisseurs. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la médecine traditionnelle? Qu'est-ce qui fait la différence avec la médecine moderne? Est-elle mystique? Comment en tirer profit? Nous avons posé toutes ces questions au docteur Éric Godessou. Il préside le Prométra, une ONG internationale qui œuvre pour la préservation et la restauration de la médecine traditionnelle africaine. Il commence par nous définir ce que c'est que la médecine traditionnelle. Écoutez, la médecine traditionnelle est aussi ancienne que la douleur, aussi vieille que l'humanité. Il y a toujours eu des guérisseurs parmi les hommes. Et c'est cette médecine qui a toujours évolué au cours des civilisations, à la rencontre des peuples, et qui s'est transformée en un véritable art, l'art de guérir. Alors cette médecine aujourd'hui permet d'avoir une approche holistique. C'est pourquoi de plus en plus, malgré le greffon que c'est la médecine conventionnelle, qui date de moins d'un siècle, cette médecine qui a été un peu recalée reprend de l'intérêt depuis 3 décennies. Et alors, c'est quoi la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine dite moderne? Écoutez, la différence est grande. La médecine moderne, c'est une médecine symptomatique qui se contente seulement de faire un diagnostic biologique. Mais l'homme n'est pas que biologique. L'homme est un tout, en rapport avec tout ce qui est terrestre, extraterrestre, voire cosmologique. Si vous voulez ramener l'homme, vu par les traditions, à sa plus simple expression, vous voyez 5 éléments essentiels. Le physique, le psychique, le moral, l'âme et l'esprit. Le physique lui-même comprend 2 physiques. Un physique biologique que nous, médecins, nous connaissons parfaitement bien. Mais il y a un deuxième physique bioluminescent qui est complètement méconnu par la médecine conventionnelle. Donc cette médecine conventionnelle qui est basée sur le biologique ne peut pas régler les problèmes de santé des hommes en dehors de la biologie. Donc c'est déjà une médecine lacunaire basée sur un système cartésien qui est limité, qui est étroit, qui est désert. Vous comprenez que ce système n'a rien pour mesurer l'amour, l'intuition, l'émotion. Si ces valeurs humaines sont extirpées de l'homme, qu'est-ce qui reste? Donc c'est une médecine conventionnelle limitée alors que la médecine traditionnelle est plus holistique. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus holistique pour nos auditeurs qui ne comprennent pas le terme? Bon, écoutez, je vous ai dit tantôt que la médecine conventionnelle travaille sur l'homme dans sa globalité et j'ai simplifié cette globalité en 5 parties. Le physique, le psychique, le moral, l'âme et l'esprit. Écoutez, quand vous allez parler déjà du physique, je vous ai dit que la médecine conventionnelle ne connaît que
une partie du physique. Le physique biologique et bioluminescent n'est pas connu. Le deuxième, c'est le psy. Vous êtes malade, vous êtes pas un enfant. On vous passe au scanner. Si à l'hôpital on ne trouve rien, on dit votre maladie est psychique, psychosomatique. Ils sont limités. Et les médecins reconnaissent que 60% des maladies sont psychiques ou psychosomatiques, domaine dans lequel eux-mêmes reconnaissent leurs lacunes. Le troisième élément, c'est le moral. C'est un peu le religieux de l'homme. Vous savez, de tout ce que Dieu a créé, seule la nature humaine est capable de méchanceté sans raison. À ce titre, nous avons besoin de quelque chose pour contenir cette agressivité innée. C'est pourquoi nous avons besoin de religion, nous avons besoin de loi. Le quatrième, c'est l'autre moi qui permet le dédoublement. C'est des notions que le Nord a perdues, mais qui sont une réalité en Afrique. Quand on parle de sorciers anthropophages en Afrique, on sait ce que c'est. Le cinquième élément, c'est l'esprit. C'est des séries d'esprits qui sont étagés, connus dans les sciences africaines que nous pratiquons jusqu'à ce jour. Vous comprenez que le guérisseur ou le tradithérapeute, la médecine traditionnelle, ne considère pas l'homme que le physique. Il considère l'homme dans toutes ces globalités-là. Et l'approche de la médecine traditionnelle tient compte de chaque élément de cette variété, non pas en tant qu'entité isolée, mais en tant qu'entité globale, ayant le même ciment. C'est pourquoi les guérisseurs traditionnels ont plus de succès dans les maladies dites psychosomatiques que les médecins modernes, évidemment. En Afrique, comme d'ailleurs partout ailleurs dans le monde, on connaît la catégorie des voyants, des marabouts. Est-ce qu'ils sont, on peut dire, qui font de la médecine traditionnelle? La voyance est-elle reconnue comme une pratique de la médecine traditionnelle? Écoutez, d'abord, il faut faire la différence entre un marabout et un guérisseur. Un marabout, c'est quelqu'un qui, au niveau religieux, est arrivé à l'ascétisme. C'est-à-dire, il a eu une certaine hiérarchisation qui fait de lui un marabout, qui manipule un peu le Coran. Ça n'a rien à voir avec les guérisseurs traditionnels. Parce que les guérisseurs traditionnels, je vous l'ai dit tantôt, cette médecine est aussi vieille que l'humanité. Or, le marabout qui est lié à une religion date de 2000 ans, vous comprenez? Donc, c'est pas du tout pareil. Ceci étant, la voyance est une science absolument pratique et qui a son importance dans le diagnostic, dans le traitement, mais aussi dans la prévention. Vous comprenez, par exemple, ici au Sénégal, Prométra, que j'ai l'honneur de servir, a construit à Fatick, 150 km de Dakar, la capitale, un centre expérimental de médecine traditionnelle. Dans ce centre-là, où nous avons ouvert à 450 guérisseurs, nous y avons construit un hôpital conventionnel, appelons ça comme ça parce qu'il y a un médecin, un laboratoire. Quand le malade vient, il va d'abord dans la structure conventionnelle pour un diagnostic précis. Eh bien, quand le malade est diagnostiqué, il va dans les unités de soins tenues par les guérisseurs. Les guérisseurs ne veulent pas savoir le diagnostic du médecin. Ils ont leur propre méthode de diagnostic. Parmi ces méthodes de diagnostic, il y a les chories, il y a la voyance, qui leur permet d'avoir des diagnostics précis. Au-delà de ça, il y a beaucoup par exemple, dans les régions du Golfe de Guinée, qui vont du Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, eh bien, il y a les Bokono qui pratiquent beaucoup le Fa, qui est une séance de divination. Le Fa ne se trompe pas, même si le Bokono se trompe. Vous comprenez donc, la voyance est une réalité intégrante de la médecine traditionnelle et qui a un rôle extrêmement important dans le diagnostic, dans la prévention et aussi dans la prescription de certains sacrifices. Et au sein de votre ONG, au sein de votre organisation Prométra, est-ce que vous faites une sorte d'encadrement et du soutien de l'activité des médecins traditionnels pour tirer profit de leurs capacités? Oui, d'abord, quand vous appartenez à notre organisation, les structures partenaires que sont les guérisseurs doivent être organisées de manière pyramidale. Première condition. Deuxième condition, chaque guérisseur doit avoir au moins un élève pour la pérennisation de leur savoir et de leur connaissance. L'autre élément qui est aussi important, c'est que l'OMS même reconnaît que 85% de la population au sud du Sahara s'adresse aux guérisseurs non seulement pour leurs problèmes de santé, mais aussi pour y recevoir leur éducation pour la santé. Donc qu'on y croit ou qu'on ne croit pas à ces gens-là, eh ben, c'est les meilleurs agents IEC, c'est les meilleurs vecteurs d'information sanitaire. Donc nous, Prométra, nous avons pris la responsabilité de leur donner le meilleur message. Vous savez, quand vous avez le meilleur messager, et vous leur donnez le bon message, c'est forcément des agents sanitaires incontournables. Et nous avons formé, nous avons mis en place une méthode pédagogique qu'on appelle méthode FAB.
FAPEG, formation d'auto-perfectionnement des guérisseurs, où nous formons les guérisseurs sans les déformer pour mieux servir leur population souffrante. Donc c'est des choses, nous essayons de les aider à mieux servir à travers des méthodes claires et suivant des curriculums, par exemple combattre la malnutrition, prévention du sida, comment faire la planification familiale naturelle. Disons, nous avons plusieurs thèmes comme ça qui nous permettent de former ces guérisseurs pour mieux servir. Est-ce que votre organisation, c'est uniquement au niveau du Sénégal ou vous travaillez aussi dans d'autres pays africains? Le Sénégal, c'est le siège de l'organisation. Nous avons l'accord de siège avec le gouvernement du Sénégal, mais nous sommes présents dans 28 pays à travers le monde, 20 en Afrique, dans les pays des îles Caraïbes, 2 en Europe, France et Espagne, et nous avons aussi une représentation nationale aux États-Unis, à Atlanta. Et donc, c'est une structure connue et vous travaillez avec le gouvernement? Ah oui, forcément. Chaque représentation nationale est reconnue par son gouvernement local, évidemment. Et puis, nous avons quand même une représentation sénégalaise qui aujourd'hui jouit d'un accord de siège qui nous donne une reconnaissance diplomatique. Et vous êtes équipé en matière de financement, logistique? Le siège de notre organisation, c'est une construction à 4 niveaux, qui est suffisamment moderne et qui est représentatif. Je pense que ce que nous avons comme structure est fonctionnel, comme n'importe quelle organisation internationale comme les Nations Unies ou l'OMS. On n'est pas pauvre à ce point. Nous avons dans notre structure des salles de conférence d'une capacité de 70 à 100 salles, des traductions simultanées. Nous avons un système administratif fonctionnel une transparence remarquable au niveau de la gestion des fonds. C'est la raison pour laquelle nous recevons énormément de financement de l'USAID, de l'Union européenne, de la Fondation Bill Melinda Gates, etc., etc. Donc je pense que nous essayons au mieux d'être transparents dans ce que nous faisons, ce qui justifie encore notre crédibilité parce que notre organisation est créée depuis 1971. C'est quand même pas facile d'exister 4 décennies en Afrique et de continuer d'être utile et de servir nos populations. Nous remercions le docteur Eric Bodessou qui nous répondait depuis le Sénégal. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Compte tenu du recours massif des populations africaines à la médecine traditionnelle, les gouvernements ont compris la nécessité d'encadrer et même de promouvoir ce secteur. En Côte d'Ivoire, par exemple, les autorités ont mis en place un programme national pour la promotion de la médecine traditionnelle. Il s'agit d'une structure technique du ministère de la Santé qui a pour mission de contribuer à la couverture des besoins sanitaires de la population par une utilisation efficace de la pharmacopée traditionnelle. Le docteur Kroa Eoulé est le directeur de ce programme. Il nous a expliqué ce que fait le programme pour promouvoir la médecine traditionnelle. Il est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire. Quelles sont vos missions? Quelle est la nature de la collaboration entre votre programme et les tradipraticiens?
docteur, certains parmi eux affirment qu'ils guérissent le sida. Quelle est la position du programme? Doit-on faire confiance à la médecine traditionnelle? Nous nous acheminons vers la fin, docteur. Quel sera votre mot de fin? Nous remercions nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire qui ont recueilli ce témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez, chers auditeurs, comme vous le faites déjà, à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Amang Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur, moi c'est M. David de Langana, je suis à Kinshasa. Docteur, je voulais savoir comment est-ce que le jeune garçon de moins de 40 ans actuellement commence à souffrir de la prostate. Ce que je peux répondre à David par rapport à cette question, c'est que la prostate est une glande du système reproducteur masculin qui participe à la fabrication d'un liquide qui sera dans la constitution du sperme.
Malheureusement, la question de David n'est pas suffisamment précise parce que lorsqu'il me parle d'un jeune garçon de 40 ans qui souffre la prostate, je voudrais savoir de quelle souffrance il parle. On peut souffrir d'une infection prostatique à tout âge. Et c'est comme ça qu'on a des personnes, même jeunes, qui font des prostatites aiguës. Par contre, en ce qui concerne les pathologies tumorales de la prostate, très souvent, ces pathologies-là apparaissent après l'âge de 50 ans, bien que on peut retrouver des personnes plus jeunes qui auront une tumeur de la prostate. Mais en général, c'est après 50 ans, voire même 55 ans. Pour éviter effectivement d'avoir ces problèmes, notamment de cancer de la prostate, qui sont très souvent asymptomatiques et dont souvent on a des premiers signes cliniques lorsque le cancer de la prostate s'est délocalisé et s'est métastasé notamment, surtout au niveau des os, où on voit apparaître des douleurs qui parfois sont aussi révélateurs d'un cancer de la prostate. Il faut absolument organiser un dépistage très très précoce. Le dépistage précoce est recommandé actuellement dès l'âge de 50 ans par un examen annuel chez un médecin qui va vous faire un toucher rectal pour examiner la taille de votre prostate et puis examiner aussi sa consistance. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est régulière? Et peut compléter cet examen-là par un dosage de PSA, ça s'appelle les PSA. Donc ce sont en fait des marqueurs de la prostate, des marqueurs du cancer de la prostate, ça s'appelle PSA. Mais à 40 ans, c'est quand même assez rarissime qu'on commence à présenter ces problèmes tumoraux de la prostate. Je pense que David voulait plutôt parler d'une infection de la prostate et dans ce cas-là, on peut l'avoir à tout âge. Voici ce que je pouvais répondre à David par rapport à sa question. Merci, docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la médecine traditionnelle africaine. Nous avons reçu comme invité le docteur Eric Podossou, président de l'ONG Prometra, promotion de la médecine traditionnelle. Il nous a expliqué ce que c'est que la médecine traditionnelle et ses bénéfices pour la santé des populations. Nous avons écouté le témoignage du docteur Kroa Eoulé, directeur du programme national pour la promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il nous a présenté les mesures prises par le gouvernement ivoirien pour encadrer les tradipraticiens. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité. Merci à nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire pour le témoignage du docteur Kroa Eoulé. Et merci enfin à Chouchou Kaoa, notre correspondante qui a recueilli les questions des auditeurs. Michel Joseph assurait la réalisation et Souleymane Taraolé était à la console. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.